c'est pas pour lancer un vieux débat entre Sciences Po Paris versus la province, hein, mais ça fera peut-être réagir dans les commentaires, mais je pense que les formations se valent. J'ai volé les idées des concurrents. Oh, on a fait un petit benchmark. Ça, c'est classe. Très fort. Ça fait des très très longues journées et pendant 10 ans, vous vous rendez peut-être compte, mais moi j'ai pété un câble intérieurement et je me suis dit c'est pas possible, ça va durer encore 30 ans comme ça, mais butez-moi tout de suite. Bon. On passe à un entretien. Là. Petite session ASMR ou pas? Petite session ASMR, bonjour. Bienvenue Clovis pour ce nouvel épisode. Le télétravailleur. On va commencer par une question très simple pour toi. Qu'est-ce qu'un bon télétravailleur? Je pense qu'un bon télétravailleur, c'est un salarié, enfin c'est un travailleur heureux, épanoui, qui aime ce qu'il fait, tu vois. Pour moi, le focus, il doit pas forcément être sur comment en fait on est organisé dans son travail, d'où on travaille. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui va faire qu'on va être un bon agent économique ou un bon employé, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des manières de bien télétravailler. En tout cas, je suis sûr qu'il y a des manières de mal télétravailler. J'en suis un bon exemple parce que je me suis très mal organisé dans mon travail, mais c'est pas lié au fait que j'étais à distance ou sur site, parce que j'étais aussi mauvais sur site et à distance finalement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais comme métier pour que nos auditeurs ils puissent comprendre un peu qui tu es, au-delà de ton simple personnage sur les réseaux sociaux? Donc mon métier, c'est vrai que j'avais du mal un peu à le verbaliser ou à le décrire quand on me posait la question, mais si on doit résumer dans les grandes lignes ce que je faisais... en vrai, Du contrôle interne. Non, mais oui, je faisais du contrôle interne, certes, mais c'était c'était la dominante, c'était la thématique dans laquelle je travaillais, mais je faisais surtout des slides, je remplissais des tableurs Excel et j'assistais à des réunions méga longues en essayant de pas m'endormir, quoi. Et t'as tenu combien de temps en faisant ça? J'ai tenu 10 ans quand même, ouais. 10 ans, c'est Ouais. pas mal en vrai. Non, 10 ans c'est long, 10 ans c'est long, mais bon, après, comme il y avait des siestes, au final, ça allait, tu vois. Donc c'est pour ça que tu te considères comme un mauvais télétravailleur ou un mauvais salarié? Ouais, je pense que moi, oui, je suis vraiment dans l'archétype de ce qu'un employeur veut pas avoir dans ses équipes. C'est-à-dire un salarié qui est démobilisé. En fait, c'est bizarre, c'était un peu paradoxal. C'était à la fois, j'étais investi, c'est-à-dire que j'ai toujours, c'est pas le syndrome du bon élève, mais il y a un peu de ça que je traîne depuis l'école et que derrière tu traînes aussi dans l'entreprise, parce que tu t'es pas si différent en fait. Enfin, le collégien, le lycéen, il n'est pas si différent de l'employé qui sort d'école, qui chope son premier stage ou son premier CDI. Donc j'ai un peu oublié ta question. Mais oui, je me considérais pas comme un bon salarié. T'as quand même tenu 10 ans. Oui, j'ai tenu 10 ans, mais un peu forcé et contraint. Ouais, tu vois, bien sûr. c'est un petit peu comme. Enfin, le parallèle est peut-être un peu maladroit ou hasardeux, mais parfois, tu sais, tu te retrouves dans une relation avec quelqu'un, le temps passe, tu vois, tu regardes ta montre, c'est 10 ans après, et tu te dis, en fait, pourquoi on est ensemble ? Ouais. Donc, les relations, enfin, en tout cas, la relation avec son employeur ou avec son entreprise, elle se noue sur fond d'un intérêt commun. L'employeur a un besoin opérationnel, toi, tu es là pour répondre à ce besoin. Moi, j'arrivais à répondre à ce besoin, mais j'en tirais absolument aucune source d'épanouissement, si ce n'est le constat d'un salaire qui tombe tous les mois. Et c'était pour moi la question essentielle à laquelle il fallait répondre Enfin, c'est cette question à laquelle le monde du travail te permet de répondre quand tu te lances dans le monde du travail. Mais c'était un rapport très utilitariste, très intéressé, très égoïste. Et pour moi, ce qui fait un bon salarié, ou en tout cas un bon élément pour une entreprise ou pour une organisation quelconque, c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais en fait, c'est qu'est-ce que tu vas vouloir créer comme valeur, quel bout de l'histoire tu vas prendre à ta charge, quelle responsabilité tu vas prendre dans l'organisation ou dans la création du projet, dans l'alimentation d'un projet ou dans le fait de le faire mûrir. Et en soi, je pense que, pour résumer, un bon salarié ou un bon employé, c'est quelqu'un qui a on va dire, un esprit un peu entrepreneurial,
dans l'approche qu'il a de son métier ou des projets qui mènent et qui démènent. Après, je pense que c'est un bon salarié. Et c'est vrai que bon, toi qui connais toute cet aspect un peu bullshit qu'on va retrouver en corporate, bon, moi j'ai bossé en banque, etc. Mais c'est vrai que le terme qui ressort souvent, c'est un peu le bon salarié, il est coachable, tu lui fais faire, il est maniable, quoi, il est malléable. Ouais. Tu peux lui faire un petit peu couteau ce suisse. que tu veux. Ouais, mais même pas couteau suisse, c'est juste en mode, on te dit quelque chose et tu sais très bien que ce mec, il va être disponible, Ouais. il va le faire correctement, en respectant la deadline, quoi, Ouais. pour utiliser des mots corpo. Donc, ouais, toi, aujourd'hui, tu es sorti de ça, tu as tenu 10 ans. Est-ce que, en rentrant dans le salariat, tu considères que c'est un petit peu l'école et tes études qui t'ont poussé vers cette voie-là? Je sais pas, moi, il y a certaines études qui te poussent un petit peu à faire uniquement de la finance ou du marketing. Typiquement, c'est les deux gros, T'avais fait quoi comme les deux gros formation? pôles, ouais. Moi, j'ai fait une formation classique, si on peut l'appeler comme ça, bac, prépa Sciences Po. J'ai intégré Sciences Po Grenoble. J'ai fait je sais plus comment on appelait ça, un espèce de collège universitaire. Enfin, c'est les premières années quand tu intègres l'école en écofi, donc économie et finance. Et j'ai fait un master qui s'appelle plus comme ça, mais qui s'appelait à l'époque ingénierie juridique et financière des organismes privés. Bon non. Toujours plus compliqué. Beau nom pour en fait désigner une formation qui te mène au boulot d'analyste financier et de contrôleur de gestion. Ouais. Et donc ce qui a rien à voir en fait avec mon premier stage, parce que moi j'ai commencé mon tout premier stage c'était chez BNP où je faisais Ça t'a pas marqué, hein? je sais pas. Stratégie coordinator. Non, analyste. c'était, on m'avait pris en stage un peu sur un malentendu parce que j'avais ouvert le truc des alumni, le bouquin des alumni, et j'ai vu un gars qui travaillait chez BNP, et je l'ai contacté, il m'a dit en fait justement, je suis en train de monter une équipe, on a un besoin, etc. On monte un projet de pilotage centralisé. Ça veut dire quoi ça? Moi, à l'époque, j'étais, tu vois, en train de faire de la philosophie politique, je sais pas, je faisais des cours de finances publiques. Ouais. Donc c'était assez abstrait le pilotage centralisé, et après coup et en y réfléchissant, c'était pas si intéressant que ça. C'était en fait centraliser des flux de données titres, chèques, espèces, CB sur un hub, essayer de piloter un petit peu justement ces flux-là et donner une vision consolidée ou granulaire du volume des flux. Donc c'était pas. Enfin, moi, je suis arrivé là, j'avais pas les compétences techniques parce que j'étais un peu une chèvre, et derrière, j'avais pas les compétences non plus sociales, tu vois. Parce que pour moi un stage c'était détente, c'était rémunéré mais c'était vraiment symbolique, et pour moi je devais rien à personne. Ouais. Et je suis arrivé en fait je me suis fait tège, pour le dire très clairement, au bout de 2 mois je crois, parce que ça fitait pas en termes de personnalité. En fait, Ouais. je n'arrivais pas ni à me projeter, ni à travailler correctement. J'arrivais à des heures pas possibles en stage, tu vois. J'arrivais vers 9h30, 9h30, 10 Tu respectais rien en dès le stage début, chez quoi. BNP. T'es là et les gens me regardaient mal, tu vois, et moi je comprenais pas. Je me dis en fait je suis en stage. Pour moi j'étais dans mon droit, mais c'est parce que mon droit je le connaissais pas, tu vois. Enfin mes devoirs surtout je les connaissais pas, et j'étais dans une logique de dire voilà, moi je me sentais, en vrai j'étais un petit merdeux. J'étais un petit merdeux qui arrivait sur le monde. toujours. Et je le suis toujours. Un grand merdeux. Maintenant, j'ai 33 ans, donc j'ai mûri. Je suis devenu, j'ai pris un peu de senior bullshit, senior shit en tout cas, employé, quoi. Si j'étais encore en entreprise, je le dis, ne m'embauchez pas, quoi. Vraiment, je vais pas créer de la valeur, quoi. Et ce côté rebelle, justement, que tu as toujours un petit peu eu, malgré ce qu'on t'a appris à l'école, tu vois, comme tu disais, quand tu es à l'école, on t'apprend un petit peu à être dans le système, on t'apprend à respecter des règles, etc. Est-ce que tu penses que c'était, dès le début, que tu avais ce côté un petit peu entrepreneur, où tu savais que tu devais être à ton compte? Aujourd'hui, tu l'es, tu crées du contenu, quelque chose qu'on voit pas forcément, tu es le premier à le faire, clairement. Moi, j'en vois pas d'autres, en tout cas. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que dès le début, tu avais cette fibre-là? Ça t'est arrivé comment de te dire, en vrai, fuck off, je quitte tout et je me mets à fond à mon compte à créer du contenu? Alors, c'est pas méga romantique en fait. C'est l'histoire, mon histoire avec l'entrepreneuriat, la création de contenu, l'indépendance, etc.
c'est pas un coup de foudre, c'est vraiment une relation c'est une relation qui s'est construite dans le temps et qui s'est concrétisée sur un gros malentendu. Ouais. Euh, C'est souvent ça en vrai. Hein. Et c'est ce que j'entends un peu à droite à gauche, où parfois il y a des gens qui sont mus, tu vois, par Bien une sûr. volonté de monter leur projet, C'est aussi une d'être question indépendant. d'opportunité, je pense, qui Et voilà, tombe c'est ça. dessus. Voilà, il y a une question d'opportunité, mais je pense qu'il faut formaliser, faut formaliser dans son esprit et dans les actions qu'on mène au quotidien. Faut faire se rejoindre des idées et des projets, et le fait qu'une idée devienne un projet, elle est liée à la conjonction avec une opportunité qui arrive, une rencontre, etc. Moi, mes deux parents, ils sont entrepreneurs. Enfin, mon père, Ok. il était plutôt un peu artiste, un peu intello, bon. Et ma mère, elle était chef d'entreprise, très littéraire. Elle a fait une belle carrière dans le marketing. Et mon père, il s'est réveillé entrepreneur un peu sur le tard, à 53 ans, où il a monté sa Ok. boîte. Ça, c'est cool. Voilà, On va ouais, revenir dans le dessus. design, d'intérieur, le design de mobilier d'intérieur. Et leur histoire, en fait, avec l'entrepreneuriat, ma mère, c'était assez clair. Elle vient d'une famille d'entrepreneurs. La question s'est pas posée très longtemps. Elle a commencé sa carrière en marketing dans des grosses boîtes. Elle travaillait chez American Express et Médecins Sans Frontières, où elle a un peu fait ses armes, etc. Et elle a monté sa boîte qui a bien fonctionné parce qu'il y avait de l'attraction à l'époque en marketing direct. Ça n'existe plus aujourd'hui vraiment. Et mon père est un peu sur un malentendu. Il a monté une boîte qui faisait un peu sens avec lui, un peu son background, ce qu'il avait envie de faire. Et j'ai vu mes deux parents se casser la gueule. Tu vois, ma mère en 2008 qui fait faillite, elle est en LG, elle est en liquidation judiciaire. Je me rappellerai toujours, je demandais tu vois, quelque chose à ma mère, tu vois, 5-10 euros, des petits, tu vois, elle me disait non, je suis désolé, en fait, je peux pas. Alors qu'on a vécu correctement, tu vois, on n'était pas. Enfin bref, voilà, on a correctement vécu, on a vraiment manqué de rien. Mais voilà, il y a eu un moment, ma mère monte une boîte, elle vend sa boîte pour en monter une autre. Et 2008, crise des subprimes. Et au-delà de la crise des subprimes, elle n'était pas en finance, elle, mais c'est juste qu'il y a eu une espèce de crispation du marché, des investissements, etc. Ça a tout bloqué. Ça a tout bloqué. Et pourtant, elle était archi motivée, elle croyait à son projet à fond, elle était passionnée, elle s'est endettée, enfin elle s'est engagée personnellement aussi, elle a engagé un peu une partie du patrimoine pour justement subvenir aux besoins de la boîte, notamment des besoins de trésorerie, parce que la boîte, il faut qu'elle fasse un peu de trésor pour survivre. Voilà, vie et mort de l'entreprise de ma mère, 4 ans, quoi. Ça a mis 4 ans. Et encore, elle s'est battue pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'elle aurait pu mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois en disant ok, c'est trop risqué, ou alors je commence à trop investir ou trop. Et elle a continué. Donc tu vois, c'est une histoire de passion, mais parfois c'est une question. Enfin, parfois l'entrepreneuriat c'est un projet obstiné. C'est un projet obsessionnel et parfois c'est un danger aussi. Et parfois c'est un gros. Tu t'obstines. Tu t'obstines et en fait c'est pas que ça marche pas. Tu vois, c'est pas une question de l'idée, l'investissement. Parfois c'est juste le contexte fait que voilà ton idée elle est pas allée jusqu'au bout parce que c'était pas le moment. Voilà. Donc voilà, l'entrepreneuriat, moi j'ai une relation avec ce milieu-là, ou en tout cas cette dynamique professionnelle un peu contrariée, ou en tout cas prudente. Ouais. Parce que j'ai vu effectivement mes deux parents du tout au rien, ça passait tout à rien, mais le tout est vachement galvanisant, tu vois. Tu te dis putain, t'as monté ça, c'est hyper excitant. Et donc moi face à l'exemple de mes parents qui ont tenté, réussi et échoué dans l'entrepreneuriat, j'ai pris un CDI dans une grande banque et je voulais pas me poser la question de quoi demain sera fait, comment on va faire pour la retraite, comment je vais payer mon loyer, etc. Surtout si tu veux fonder une famille après, etc. Et j'avais c'est un truc hyper important. Donc en fait moi c'était un peu un choix de raison, le salariat, et je savais dès le début, mais vraiment dès le début, que j'étais pas fait pour ça. Mais j'avais trop peur de me dire ah ouais, mais je suis peut-être fait pour l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs je pense qu'il y a une espèce de pas de psychose, mais il y a peur de l'échec.
Ouais, voilà. Oh, non, mais en fait, c'est ça. Il y a pas mal de, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, se lancent pas dans l'entrepreneuriat et qui se posent pas, même pas la question, Ouais. et qui se disent, voilà, on va prendre le CDI, on va prendre le statut Ouais. salarié là, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'ils n'ont pas envie de se poser, et parce qu'ils sont conditionnés en fait à pas prendre de risques. Ouais. Ouais, c'est une zone de confort Voilà, en c'est- vrai. Et puis même, je Oui. pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais enfin, moi je trouve que pas tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat déjà. Ouais. Et ensuite, ben, enfin, le salariat, c'est quand même quelque chose de pas pratique, je dirais, mais c'est, enfin, t'as ton salaire tous les mois. Ouais. Quand tu rentres chez toi, t'as fermé ton ordi, bah, tu peux penser à ta vie perso. Ouais. L'entrepreneuriat, ben, c'est pas ça justement. Et je sais Bah, pas si tout alors, le monde le oui, voit. enfin, à la fois, je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi un mythe de l'entrepreneur qui est collé à son business, à ses KPIs et à son TFT Ouais. et à son TFT toute la journée, à Bien regarder sûr. combien de ventes, combien la renta, le ceci, les bidas, etc. Je pense qu'il y a aussi, j'en connais pas, je connais très peu d'entrepreneurs. Euh, mais ouais, je pense qu'il y a un modèle possible où l'entrepreneuriat, c'est pas juste faire que bosser. Ouais. Même si je Ouais. pense qu'il y a il y a une partie, notamment au lancement d'une entreprise, d'un projet, etc., Bien quelconque, sûr. tu es un peu à donf. Mais l'idée derrière l'entrepreneuriat, c'est l'autonomie, l'indépendance, La la liberté. sécurité, la liberté. Mais donc, en fait, si ton projet, c'est ça, d'être libre, d'être indépendant, d'être autonome, d'être safe, etc., et que finalement, tu t'es imposé toi-même une espèce de prison productive où tu dois jamais arrêter de bosser parce qu'il faut que ça pulse, faut que ça grossisse, faut que ça mûrisse, etc. En fait, je trouve que cette situation-là, oui, certes, tu es entrepreneur, mais tu es dans une autre prison que tu contribues toi-même à te créer, à entretenir. Et je ne sais pas si tu es beaucoup plus libre. Si tu avais 20 ans aujourd'hui, que tu repartais au début de tes études, tu ferais quoi? En vérité, je pense que je ferais les mêmes études Ouais. parce que j'ai vraiment kiffé faire un institut d'études politiques. J'aurais peut-être, évidemment, je pense que c'est évident, mais je l'aurais peut-être fait à Paris parce que c'était plus proche de moi. Moi, je suis de la région parisienne, j'ai vécu au Maroc, mais voilà, mes attaches étaient à Paris. Et c'est pas pour lancer un vieux débat entre Sciences Po Paris versus la province, hein, mais je pense que, enfin, j'aime beaucoup ma ville, la ville de Paris. Je pense que la formation ça fera peut-être réagir dans les commentaires, mais je pense que les formations se valent. Après, ce que tu débloques à Sciences Po Paris, ce que tu débloques moins facilement en province, je pense que c'est le réseau. Parce qu'en fait, il y a ta formation initiale, mais il y a aussi qui tu rencontres pendant tes études. Moi, j'ai rencontré des gens formidables pendant mes études, j'ai beaucoup de chance. Des amis qui sont chers à mon cœur, qui sont mes frères aujourd'hui et mes sœurettes. Mais oui, si c'était à refaire, je pense que je ferais le même style d'études. Je ferais des études très généralistes qui t'enseignent en fait une faculté d'analyse, de synthèse et d'expression orale et écrite. Ouais. Parce que je trouve, en tout cas pour moi, qui est une formation plutôt littéraire, si j'avais une formation mathématique ou d'ingénieur, je formulerais peut-être la chose différemment, mais n'ayant pas cet esprit-là, étant plus un être sensible qu'un être rationnel. C'est mignon. Non, mais je pense que je ferais la même chose parce que je suis de nature. Je suis plus de nature sensible que de nature rationnelle. Je vais plus aller vers des choses qui me donnent envie plutôt que des choses que j'ai calculées comme étant intéressantes pour moi. Même si je me transforme progressivement, je mixe progressivement ces deux esprits-là. Un esprit calculatoire avec un esprit sensible. Et je pense d'ailleurs que c'est la réunion des deux qui fait que il faut trouver un équilibre. Si tu es que dans le sensible, ça marchera pas pour des raisons et d'autres. Et si tu es que dans le calculatoire, ça marchera pas non plus parce qu'il y aura pas de flamme, tu vois, il y aura pas de cœur en fait dans ce que tu fais. Et les réseaux sociaux, c'était pas forcément justement aussi avancé. En tout cas, ça n'avait pas, je pense, pris autant d'ampleur qu'aujourd'hui. Tu penses que justement tu te serais lancé sur les réseaux, tu aurais cherché à créer une communauté, puis j'imagine que si Quand t'avais j'étais pas... étudiant. Ouais, Ah. je pense que si tu n'avais pas été justement salarié à un moment dans ta vie, peut-être que tu n'aurais pas trouvé ta niche finalement, donc ce concept de le télétravailleur. Est-ce que tu penses que tu aurais leveragé ça? Est-ce que... Ce qui est sûr, c'est que le compte que j'alimente, il
Je pense que ce qui fonctionne, c'est le fait de donner à voir le quotidien d'un télétravailleur qui est un peu à la fois aigri, je sais pas, mais en tout cas un peu cynique, un peu blasé. Très corporate. Et finalement, voilà, très anti-corporate, parce que très révolté, Ouais. mais en même temps très corporate. Ouais. Moi, je développe je discute beaucoup fictivement avec un personnage qui s'appelle Stéphane. Stéphane, c'est la caricature du collègue qu'on veut pas avoir. Et ouais. J'ai ce personnage de Thibaut qui est le stagiaire, qui est un peu la caricature d'un stagiaire qu'on voudrait, qu'on voudrait Respecte pas les avoir. Je stagiaires. sais pas. Non, mais je les respecte. J'ai été stagiaire. J'ai travaillé avec. J'ai travaillé avec des stagiaires. Le mot est le mot est peut-être un peu abusé. Non, bien sûr qu'on travaille avec des stagiaires, mais en fait, on les onboard, on leur apprend ce qu'on peut. En fait, on essaie surtout de pas trop les déformer. Enfin, moi, la seule expérience. Non, mais c'est ça. Ouais. Parce que tu vois, je pense que j'aurais du mal à développer, mais c'est important de pas trop déformer les gens. En fait, ils arrivent avec leur personnalité, ils arrivent avec leurs qualités, leurs compétences, etc. Et j'ai l'impression, je parle pas des gens, mais plutôt de l'organisation. J'ai l'impression que l'organisation, elle encourage à devenir un rôle, un statut, un personnage, mais une fonction. En fait, l'organisation nous transforme progressivement en des fonctions des fonctions dans lesquelles notre humanité, ou en tout cas notre distance critique, notre sensibilité, etc. Notre personnalité. Ouais, notre personnalité, a de moins en moins de place, même si paradoxalement, t'embauches les gens sur un fit. Sur leur personnalité, ouais. Et pas sur des compétences. Mais justement, il y a un peu un problème quand tu fais passer des entretiens d'embauche. Et c'est parfois, on nous véhicule mal comment bien se pitcher, bien se présenter. Mais souvent, tu vois, quand on dit quelles sont tes qualités ou tes défauts, les étudiants préparent en amont leurs réponses. Tu vois, tu vas pas dire je suis quelqu'un de distrait. Ouais. Ça peut être ton défaut, mais tu dis pas ça à un employeur. Donc ça revient un petit peu à ce que tu dis en fait, tu te prépares à être quelqu'un qu'on veut que tu sois, au final. Et ça tombe bien. C'est quoi pour toi, lorsque tu es en entreprise, la chose à faire lorsque tu es stagiaire ou CDI pour être aimé par tous? Aimé par tous? Ouais, ou en règle générale, on se dise « Ah ouais, le télétravailleur, Clovis, moi, je te veux dans mon équipe. Je l'adore. » Pour rester toi-même. Ouais, c'est dur, parce que déjà, la question commence par être aimé de tous. Je pense que c'est difficile, mais on va dire, allez, être aimable. On va dire être aimable. On m'a apprécié dans l'entreprise. On dit, après l'entretien, on dit, OK, franchement, je veux bosser avec toi. Parce qu'au final, c'est le but. Je te demande ça parce que lors de mon premier stage, j'ai remarqué un truc. Les gens, ils font tout le temps croire qu'ils sont occupés. Ouais. Moi, dès qu'un manager il m'envoie un message, Raph, est-ce que tu peux faire ça? Je fais, c'est compliqué, là, je peux pas trop le faire. Un dossier, Là, je suis sous l'eau. Oui. Je fais, dis-moi quand même, c'est quoi? Et là, il me l'envoie, je fais, bon, allez, vu que c'est pour toi, je le fais en 30 minutes, je lui renvoie, alors que je suis pas du tout sous l'eau, tu vois. Et au final, ça, les gens, ils adorent. Je m'en fiche. Mais dire que tu es occupé, que tu es sous l'eau, et au final, faire ce qu'on te demande, pour moi, c'est un cheat code un peu en entreprise. C'est un cheat code. Après, la question que tu posais, c'était comment être apprécié. Je sais pas si c'est en faisant semblant d'être occupé que tu vas être apprécié. À mon sens. Je pense que ce qui fait que tu es apprécié dans l'entreprise, c'est la qualité. Pour moi, le premier truc, c'est la qualité de ton taf. Tu peux être aigri, en fait, ton onboarding, oui, tu peux reprocher aux uns et aux autres de mal t'avoir onboardé, d'avoir été présenté à personne pendant tes premières semaines. Mais pour moi, ta période d'essai, en fait, elle porte super bien son nom. En fait, c'est fais tes preuves, montre-moi ce que tu vaux d'un point de vue technique, quel opérationnel tu es, à quel besoin tu réponds dans l'entreprise, est-ce que tu crées plus de taf que tu n'en complètes. Enfin, la phrase n'est pas ouf, mais voilà, on s'est compris. Donc pour moi, la première chose, c'est tes compétences opérationnelles, à quel point tu es utile pour le service et pour ce qu'on te demande de faire. Après, savoir si ce que tu fais vraiment est utile ou pas, bon, là, c'est une autre question. Et le deuxième point, on se fait tous un peu chier au taf, ayons au moins la politesse d'être sympas les uns avec les autres, bienveillants, pas dans le sens galvaudé du terme, mais
tu vois, pas avoir un peu les yeux et les oreilles partout, de lui, il m'a dit ci, lui, il m'a dit ça. C'est plus, tu vois, avoir le sens de pas du secret, mais le sens de, tu vois, quelqu'un vient de dire quelque chose. L'information, c'est le pouvoir, comme on l'a souvent répété. La confiance n'exclut pas le contrôle et ce genre de conneries de phrases. Mais non, mais ouais, il faut tenir ça. En vrai, tu tiens ta bouche, quoi. Déjà, tiens ta bouche. Sois bon, tiens-toi, tiens ta bouche. Et ouais, sois sympa. En fait, non, c'est même pas une question de sois sympa, mais. Dire bonjour, merci. Non, mais feel the room, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, tu captes une ambiance. Petit franglish. Et en fait, non, mais c'est vrai, c'est genre sache à qui tu t'adresses. En fait, je pense que voilà, une autre qualité, une qualité essentielle, c'est l'empathie. Sache à qui tu t'adresses et adapte un petit peu le ton, le message à la personne que tu as en face de toi. Parce que je pense que la qualité. Enfin, ouais, pour synthétiser un peu, fais pas de vagues. En fait, un bon salarié, je pense que c'est un mec qui fait pas de vagues. Et en parlant de bon salarié. Ouais, toi qui en es un mauvais. Toi qui en as été un mauvais stagiaire et mauvais salarié. Moi, j'ai été assez mauvais. C'est quoi la pire connerie que tu as pu faire la plus grosse connerie que tu aies faite? J'en ai fait pas mal, mais je pense que en vrai c'est pas tant une connerie, mais c'est plus, enfin non, mais j'en ai fait. Après c'est pas des dingueries, c'est pas des vraies conneries. Mais j'ai une anecdote peut-être que je vous raconterai après parce que c'est un peu long. Non mais c'est tu vois la connerie de base c'est t'es en pleine semaine, on est mardi mercredi, il y a des collègues ou des potes qui disent allez viens on va boire un verre, le verre se transforme en 10-12. Il est 3h, tu regardes ta montre, il est 3h du mat, tu es allongé dans un Uber, tu te réveilles, il est 11h en fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Et tu es chez le client. Et tu es chez le client. Ouais. Voilà. Tu es presta, il est 11h, comment tu fais pour gérer cette situation? Tu étais censé être là à 8h, 9h, il est 11h, tu n'as prévenu personne, il se passe quoi? C'est un red flag pour toi ça? Je sais pas si c'est un red flag parce que je pense qu'on est humain et effectivement, il y a le jeu, comment tu joues au jeu. Donc si t'es ce mec-là qui se réveille à 11h mais qui l'a fait 4 fois dans le mois et que derrière t'es une pompe à vélo au taf, oui, là t'as 0/20 quoi. Mais si ça t'est arrivé une fois que ça vient clôturer 3 mois de charrette au taf et que derrière t'as performé comme il fallait, t'as répondu aux besoins des uns et des autres, etc. Ouais, ce sera une petite joke au bureau. Ouais. Il est arrivé à 11h, machin. Mais en fait, c'est comment tu joues au jeu. Déjà, il faut avoir connaissance des règles du jeu. Le règle du jeu, c'est fais ton taf. Parce que l'entreprise, c'est pas la cour d'école. Enfin, c'est un peu la cour d'école pour d'autres raisons, mais c'est d'abord fais ton taf, en fait. Et ensuite, permets-toi de faire des dingueries ou non. Mais... Je pense que justement, le salariat par rapport à l'entrepreneuriat, tu peux te permettre de faire plus de conneries. Parce qu'au final, le salariat, c'est plus permissif. Ouais, dans le sens où en vrai, tu te lèves à 11h. Bon, en vrai, tu sais toujours que tu as ton N+1, tu as ton manager, il sera là avec le client. Si par contre, tu as ta boîte et que, je sais pas, tu dois signer un contrat avec une boîte pour ta création de contenu, si tu t'es foutu une tôle la veille et que tu rates ton rendez-vous, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Oui, mais je pense que quand tu es entrepreneur, pour l'expérimenter depuis très peu de temps, c'est quelque chose que je pense que tu te permets pas. Si tu sais que tu as un rendez-vous client le lendemain, voilà, tu vas pas te mettre une tôle. Et de la bière, ce sera une bière ou deux. Et max, tu vois, 11h, on est couché et tu prépares ton. C'est pour ça que parfois le salariat, c'est pas si mauvais que ça. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques sur le salariat. Mais ça, il faut le savoir aussi. On parle de liberté. Je pense que le salariat, tu vois, la liberté d'aller se boire une bière et te dire, bon, c'est pas grave, je suis un peu tipsy, on est jeudi matin, bon, c'est pas très grave si j'avais en retard. Contrairement à l'entrepreneuriat, surtout, je pense, quand tu débutes ton business, bon, après, tu prends plus de liberté, mais tu peux pas te permettre certains écarts. En tout cas, si tu veux percer ou que tu as certains objectifs. Voilà, c'est moins oui, je pense que l'entrepreneuriat, c'est moins permissif. En tout cas, c'est plus responsabilisant. Oui. C'est-à-dire que, en fait, si tu fais une connerie au taf, il y a quelqu'un qui va te tomber dessus. Oui. Et il y a un côté, tu vas te faire rattraper par le callback par ton daron parce que tu as fait le mur, tu vois. Ou il y a réunion parents-prof, tu t'es fait descendre par ton prof de maths parce que, je sais pas quoi, tu as triché ou juste t'es une pipe, tu vois. Tu vas te faire défoncer par le daron ou la daronne derrière. Et c'est quelque chose que tu retrouves, je trouve, dans le salariat avec ton manager de proximité, pour l'appeler par son petit nom, ou carrément ton +2, tu vois, ton directeur qui arrive et qui a su qu'il y avait eu un écart, etc. Là, tu te fais tomber dessus. Et je trouve que en fait, cette situation, elle est souvent très infantilisante.
Et je dis pas que les salariés sont des enfants, loin de là. Il y a des adultes bien portants, très matures et très épanouis dans ce qu'ils font. J'en ai connu et franchement, j'avais une admiration sans fond quoi, pour ces gens-là qui ont fait la paix avec le salariat. Il y a ça aussi, tu vois. En fait, un bon salarié, pour reprendre ta question, parce que ça, c'est un truc dont je discutais beaucoup avec mes potes, collègues, ex-collègues, il y avait des gens qui étaient heureux dans le sens ils étaient en paix avec leur métier. Ouais. C'est-à-dire que ça cochait certaines cases. Ça leur permettait, c'était un moyen pour arriver à une fin. Ouais. Et alors moi, c'est pas méga sexy, mais je voulais devenir ministre de l'Éducation nationale. Ah ben, ça tombe bien, parce que pour après, j'aurai une grande question à ce sujet pour toi. Mais avant ça, on va passer sur la minute corporate. Allez! Toi qui adores le bullshit, le télétravail, le monde de l'entreprise, on va faire in French, we say, les versions en entreprise, we say. Ok. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, je suis prêt. On en fait 10. Ok, 10 c'est peut-être beaucoup, mais vas-y. Allez, on commence facile. En entreprise, on ne dit pas « je dois passer un appel ». On dit bah, « je dois passer un call ». Enfin, Ouais, un call. Ouais. Un employé. Un collaborateur. Un faillot. Ah, ça, c'est toi, ça. Bah, un employé corporate. Enfin, je veux dire, ouais, c'est toi. Ouais, voilà, ouais. C'est pas toi, justement. Non, c'est pas moi. Je suis concentré. Je suis focus. J'ai beaucoup de travail. Je suis sous l'eau. Je suis busy. Ouais, je suis busy, j'ai le nez dans le guidon. Ouais. Je peux pas te rappeler, genre, je peux pas te parler, je suis en meeting ou je suis sur le feu. J'ai un truc sur le feu. J'ai plein d'expressions pour dire que je suis sous l'eau. Ouais. J'ai volé les idées des concurrents. On a fait un petit benchmark. Ça, c'est classique. Très fort. Classique. Des choses qui ne vont pas dans ton boulot. Des pain points. Non. Des choses qui ne vont pas. Quand il faut dire à quelqu'un que les choses ne vont pas dans son boulot. Qu'il a une marge de progression. Ouais. C'est la reste. Des axes d'amélioration. Des axes d'amélioration, voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Exactement. C'est décevant. C'est décevant. C'est un peu comme la question d'avant. Alors là, celle-là, je l'ai pas. C'est décevant. C'est en dessous des attentes. Ah. Ouais, classique. Ok. Il a été licencié. Il a été remercié. Non. Pas mal. C'est pas ça. Licencié. C'est mis en arrêt maladie. C'est le grand terme. Non, il a pris un nouveau départ. Exactement. Ah, yes. Il a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. Exactement, bien sûr. C'est reconverti aussi. Oui, c'est reconverti, ça marche. Ouais. On va en venir après pour toi, pour la conversion. Le plus tôt possible, s'il te plaît. Ouais. Un zap. Ouais. Diriger. Diriger une réunion. Prendre le lead. Ouais. C'est fort. Et enfin, le meilleur, celui qu'on adore tous, réfléchir. Brainstormer. Ouais. Facile, trop facile. T'es un vrai bullshitter. Ouais, je suis un vrai. Félicitations. Ouais. Mais je pense un petit 8 sur 10. Ouais, un petit 8 sur 10. Parce que j'ai pas trop. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux que j'ai pas trouvé. Mais bon, pas facile. Ouais, pas évident. Ok. Mais je suis quand même content du score. 8 sur 10, ça va. Ouais. Je m'attendais à faire un sans faute quand même. C'est pas mal. Ouais, ça va. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un boomer aujourd'hui? Alors, c'est Rama parce que je me suis souvent. Ça fait longtemps que je me considère comme un boomer. Okay. Tu sens un écart un peu entre toi et moi, par exemple? Alors, il y a un écart évident entre toi et moi. Sache-le. Non, sache-le. Non, mais c'est pas une question d'âge. Pour moi, je me sens vieux depuis longtemps parce que j'ai très tôt eu des aspirations qui étaient soit pas partagées par les gens qui m'entouraient, soit qui n'étaient pas verbalisées comme des aspirations par les gens qui m'entouraient. Par exemple, moi, j'ai toujours voulu fonder une famille. Ouais. Et c'est quelque chose mais que je tiens depuis très longtemps. Et quand tu verbalises ce truc-là quand tu as 13-14 ans,
Tu vois, les gens, ils te regardent un peu de façon bizarre et tout. Donc, mais c'est ce nerf-là, on va dire, c'est ce truc-là qui m'a parfois m'a fait sentir un peu en décalage. Après, quand je vois la nouvelle génération, enfin la jeune génération, la vôtre. Les Z. Je suis pas la même que la tienne. Je suis encore. Toi, on va dire pour employer les Z. Génération quoi. X, Y, Z, quoi. Bah, surtout la Z, quoi. Enfin, surtout les très jeunes, bref. Je sens un décalage, mais pas. Déjà, je connais personne de la génération. Oui, à part toi, et ma petite sœur, quoi. Mais pour moi, il y a une. Il y a un petit shift. Enfin, je vous vois tous les deux. Vous êtes plus jeunes que moi. Vous avez déjà 1000 projets. Ça va à 1000 à l'heure. J'ai l'impression, après, c'est peut-être juste vous. J'ai pas envie d'extrapoler sur vous, tu vois. Mais j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, il y a deux discours sur les nouvelles générations. Soit c'est des tueurs. C'est des machines de guerre que rien ne peut arrêter. Soit c'est des pipes totales qui sont complètement déconnectées, qui sont des coquilles vides. Et je pense que la vérité, elle est évidemment entre les deux, tu vois. Je pense que ça dépend de l'utilisation des réseaux sociaux des jeunes, parce que il y en a, ils vont s'informer grâce à ça et développer à fond, chose que vous n'avez jamais faite avant. Parce qu'ils n'avaient pas, C'est ça. Mais après, il y en a d'autres qui vont juste consommer, ils vont rien développer. Et c'est ça le souci des jeunes aujourd'hui. Bah, c'est surtout que je pense aussi par rapport à avant. Enfin, moi, je regarde par rapport à mes parents. C'est plus, ils acceptaient. Enfin, en fait, on te disait, bah, ok, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies ton bac. Avant, avoir son bac, c'est un truc de ouf. Tu as ton bac, après, tu vas bosser. Et quoi qu'il arrive, il faut que tu bosses pour gagner ta vie. Parce que voilà, aujourd'hui, et il y a plein même de vidéos, de thèmes qui sont abordés là-dessus, c'est qu'en fait, la nouvelle génération aujourd'hui, elle pense à autre chose. Elle accepte plus les mêmes choses qu'avant. Pour elle, tu vas bosser jusqu'à 68 ans, c'est en mode inconcevable, ou en tout cas moins concevable qu'avant. Les jeunes acceptent moins les choses. Je me considère jeune aussi, mais moi par aussi, rapport, oui, toi aussi. Je suis jeune, hein. T'es jeune, ouais. Un pied tu dans vois, le je vois quand même une grosse différence, même avec la mienne et celle de la Gen Z, tu vois. Ouais, et ben aussi, moi, c'est un peu ce que j'essaye de développer, mais il y a un manque d'attractivité, peut-être des banques, des cabinets de conseil. Les jeunes, ils veulent plus forcément y aller. Est-ce que c'est ce que tu ressens toi aussi? Pas forcément, moi. Franchement, il y a plein de. Moi, j'ai tous les stagiaires et les alternants. Il y en a beaucoup, hein. Et puis il y a beaucoup de jeunes en fait qui ont encore des velléités de travailler dans des grandes organisations, des grandes structures. Souvent parce que leurs parents ont travaillé dans des grandes structures et ils veulent reproduire le schéma, ou en tout cas ils veulent pas trop déroger un peu à la règle. Et donc oui, je pense qu'il y a toujours des jeunes, entre guillemets, des jeunes qui sont attirés par ces parcours-là, le salariat, la sécurité de l'emploi, etc. Et c'est ce qu'on dit à l'école, en vrai. Et d'autres qui sont plus attirés par l'entrepreneuriat. Mais je pense que ça n'a pas vraiment changé. Il y a toujours eu d'un côté des gens qui avaient plus la fibre entrepreneuriale et qui se sont lancés, et de l'autre des gens qui voulaient contempler des carrières dans le salariat, quoi. Et en vrai, moi je regarde, tu vois, en ayant fait une école de commerce, quand tu arrives en école de commerce, ça m'est jamais passé par la tête de me dire je vais être entrepreneuse, je vais créer ma boîte, tu vois. Enfin, même moi qui ai monté mon business de formation, pour les gens qui veulent faire du M&A, du private equity, investment banking, il y a tellement de jeunes qui veulent faire ça. Un, parce que c'est la sécurité. Deux, parce que tu arrives, tu es junior, tu as un salaire de fou. Et parce que quand tu arrives en école, en vrai, on te matraque le cerveau avec... Et c'est pas si mal que ça, en vrai. Avec la finance, les métiers de conseil, le marketing de luxe, la data, la tech, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, malgré tout, cet esprit entrepreneurial, je pense qu'il vient aussi de la personne plus que par l'école, l'université. Mais vous pensez pas qu'il y a des métiers qui sont plus... qui ont une dimension, en fait, entrepreneuriale, même si, en fait, c'est des fonctions salariées? Très rare. Tu vois, genre par exemple le métier de sales, peu importe le secteur que ce soit. En fait, tu as des skills. Je trouve que tu as des skills hyper importantes dans certains métiers que tu vas. Tu vois, le sales, typiquement, quand tu montes ta boîte, tu es obligé de savoir vendre un produit, un service. En banque, typiquement, M&A, moi, le fait de bosser avec des chefs d'entreprise, tu dis putain, le mec est stylé. Tu apprends plein de trucs sur le secteur, comment fonctionne une boîte, le business model, la stratégie, etc. Donc, tu apprends des choses, je pense. Et franchement, même les bons entrepreneurs,
qui ont fait du salariat avant, tu prends le salaire, tu peux avoir cet état d'esprit entrepreneurial de dire ok, je prends aussi le salariat comme un moyen et pas comme une fin. Et il y en a plein qui font un salariat pour acquérir certaines compétences et ensuite monter ton truc. Et puis le réseau, au final, le réseau c'est hyper important et il y a certains tafs selon moi qui te donnent accès à un réseau que tu n'aurais pas forcément eu. Ça tombe bien, Clovis. T'es travailleur, toi, t'es passé aujourd'hui à 32 ans, t'as quitté le salariat. 33. Je te rajeunis. On te rajeunit un coup, ça veut pas de mal. T'es pas si vieux au final. Toi qui as fait 10 ans, aujourd'hui tu as osé arrêter ton métier pour te lancer à fond dedans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, ce que tu fais depuis 6 mois, du passage à la banque à la création de contenu? Carrément, ouais. Moi, j'ai fait semblant de travailler pendant 10 ans en banque. Et bizarrement, je me suis lancé dans la création de contenu en faisant semblant de faire semblant de travailler. La phrase n'est pas du tout française, mais c'est vraiment ça. J'ai eu l'impression pendant 10 ans de faire semblant de travailler, ou en tout cas je travaillais, je livrais des trucs et tout, mais c'était pour moi, il n'y avait aucun sens. Il y avait aucun sens à ce que je faisais. Même quand on me demandait des trucs, je disais pourquoi, et on me disait parce que. Et j'avais l'impression de retourner à l'école, tu vois. Pourquoi on apprend l'histoire de ta. Parce que il faut faire ça. Donc c'est du pourquoi, parce que. Et en fait, moi, pourquoi et comment je me suis lancé. Pourquoi ? Parce que ça me gavait et j'avais besoin d'une solution. Enfin, j'avais besoin d'une solution de repli, d'une alternative. J'en avais pas pendant 10 ans. Du début jusqu'à la fin, je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire de ma life. Et c'est en fait en faisant que je me suis dit tiens, déjà ça me plaît. Ça me plaît de faire des vidéos, d'écrire, de tourner, d'éditer, de diffuser et puis de créer en fait une communauté, parce que moi c'est ça qui me tient aussi. C'est pas juste tiens, j'aime bien faire des vidéos. C'est j'aime le lien que je crée avec les gens qui me suivent. C'est très fort. Et parce que c'est assez puissant, si tu veux, ce lien. C'est des gens que tu connais pas, qui te connaissent pas. Qui t'aiment. Alors abuse pas, mais c'est qui se reconnaissent en fait, qui se reconnaissent dans le contenu que tu fais, parce que ils ont l'impression, et c'est pas juste une impression, c'est factuel, ils se projettent. Oui, mais au-delà, si tu veux, évidemment, je suis très content que le compte ait popé et que je sois suivi par beaucoup de gens, mais j'étais tout aussi content de voir que le message, quand j'avais, je sais pas, 3 4 000 abonnés ou 5 000 abonnés, j'étais content de voir que le message y portait, qu'il y avait un lien qui se créait, et que j'étais pas tout seul. Parce que moi, pendant 10 ans en banque, je discutais un peu avec des collègues et j'avais l'impression d'être seul dans mon délire. De dire mais putain, c'est pas possible de faire autant de la merde et d'être content en plus à la fin de la journée, quoi. Les mecs, ils étaient contents. Au début, c'était ça la mentalité, où je me disais les mecs, ils sont contents de faire de la merde. Et en fait, non, ils ont fait la paix avec le fait de faire de la merde. Et ça, c'est une qualité que j'ai jamais réussi à développer, parce que je ne serais jamais content de faire de la merde. Enfin, de faire de la merde, c'est un truc qui t'anime pas. Un truc qui m'anime pas, ça m'excite pas, ça me passionne pas, ça me plaît pas. Je travaille avec des gens avec qui j'ai pas envie de travailler, parce qu'au final, tu vois, moi j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je pourrais aller déjeuner, tu vois, pour boire un verre, partir en vacances, jouer au tennis, tu vois. Enfin, ce truc de viens, on fait un truc, tu vois, on partage un truc. Mais juste, en fait, si ta relation, elle se limite à bitcher sur les autres, sur tes collègues, bitcher sur ton manager, sur à quel point on est mal organisé, à quel point ce qu'on fait, c'est chiant et inutile, ça fait des longues journées, frère. Ça fait des très, très longues journées. Et pendant 10 ans, vous vous rendez peut-être compte, mais moi, j'ai pété un câble intérieurement. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça va durer encore 30 ans comme ça, mais butez-moi tout de suite, butez-moi vraiment là. Et donc, comment ça s'est fait ? En fait, c'est un accident, c'est pas une grande stratégie où j'ai réuni McKinsey et Oliver Wyman en disant alors les gars, on va brainstormer comment je vais faire pour qu'il y ait le salariat. Non, j'ai commencé à faire des vidéos assez cyniques sur le travail, le télétravail et l'absurdité un petit peu dans laquelle on vit par moment, parce que il faut dire aussi que c'est pas tout le temps, mais voilà, sur fond d'absurdité, moi je me suis dit comment on peut mettre un peu en vidéo ces situations-là. Le concept a un peu pris, mais au début, tu vois, voilà, t'as 10 000 abonnés, tu fais quoi ? Ça, ok, mais
quelle visibilité, enfin quelle vision comment tu as, développes. comment tu développes. Tu vois, moi j'avais pas ce mindset entrepreneurial, j'avais pas cette formation, j'ai vu des gens se lancer et tout, mais je me suis dit, tu vois, on va parler de oui, il faut développer des verticales de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une verticale, tu vois, qu'est-ce que faut scaler, t'as pensé à comment scaler, c'est quoi ta niche et tout. Je suis pas rien, frère. Il faut pas sortir de ta niche, mais quoi, en fait, tu sors du salariat pour rentrer dans une niche, c'est bizarre, tu vois, comme truc. Donc c'était tout un vocabulaire, toute une démarche où j'étais pas à l'aise et puis surtout j'avais aucune envie de sauter le pas. Moi j'étais salarié, je faisais des vidéos à côté, j'avais aucune intention de quitter le salarié. Je voulais paralléliser les deux activités. Il y en avait une qui me rapportait de l'argent, mon métier, et une qui me rapportait qui me rapportait pas d'argent mais qui me faisait kiffer. C'était la création de contenu. Donc je me suis dit on parallélise. Malheureusement les RH s'en sont mêlés à un moment et je peux pas leur en vouloir. Pour toi, est-ce qu'en règle générale, c'est incompatible d'avoir un boulot et faire de la création de contenu sur Internet? Est-ce que ça impacte ton boulot? Création de contenu, je pense qu'il plutôt redirige vers un business. Parce que, d'ailleurs, je pense que la force qui a fait que ton contenu a explosé aujourd'hui, ce qui fait qu'un compte explose, c'est créer ce lien avec la communauté. C'est pas forcément... C'est le fait de se dire, putain, les gens s'identifient à moi. C'est typiquement le terme personal branding. Mais si tu fais des vidéos où les gens se disent... Putain, en fait, ce mec, je le kiffe parce que j'ai l'impression d'être à sa place, ou que tu te retrouves dans quelqu'un, parce que les gens se sentent seuls aujourd'hui, parfois. D'autant plus en télétravail, quand ils sont en full remote. Soit ils sont en full remote, et là, ils sont effectivement tout seuls, soit ils sont en hybride, donc ils sont 2 ou 3 jours par semaine au taf. Soit ils sont en entreprise et s'identifient à personne. Et voilà, et ensuite, tu es en entreprise, et au final, tu es devant ton ordi en Teams, et tu vois pas beaucoup plus les gens, tu vois. Et les peu de gens que tu vois... La plupart du temps, tu te fais un peu chier au café, quoi. Même s'il y a des gens fascinants au travail. Ou des gens qui se fascinent d'anecdotes sur l'entretien des rosiers. Tu vois, du gars, le dimanche, t'as fait quoi ton dimanche? Mes rosiers, le roseraie de Michel, tu vois. Comme t'arrives au boulot, Non, mais c'est en soi, entretenir son roseraie, j'adore. Moi, j'adorerais avoir un roseraie déjà. J'habite à Paris, donc j'ai pas de roseraie, mais j'adorerais. Mais je m'en tape, en fait, de ton roseraie. J'aimerais bien avoir un roseraie, m'en occuper, mais t'entends de m'en parler. Pareil, en fait, butez-moi tout de suite. Bute-moi tout de suite. C'est quoi la pire expression pour toi au boulot? Il y en a plein, mais c'est comme un lundi, moi, j'avoue que ça peut me faire vriller, tu vois, facilement. Comme un lundi, ça peut me faire vriller. Ils le font tous, ça. Ouais, mais non, mais tu sais, c'est les blagounettes. Les blagounettes d'entreprise qui sont passées dans le langage courant. C'est comme des signes de ponctuation. Je sais pas. Ouais, non, mais comme un lundi, c'est un vrai classique, mais... non, mais le truc qui peut me démarrer, c'est... je peux te déranger 5 minutes? Ça, je peux te déranger 5 minutes. Déjà, tu sais que tu me déranges pas, tu m'ouvres le ventre avec ta phrase. Et en plus, ça va pas durer 5 minutes. L'espace-temps en entreprise, il n'est pas du tout le même. 5 minutes en entreprise, c'est 10 ans de vie perdue. Bien sûr. Non, mais vraiment. Enfin, non, mais en fait, 5 minutes de mauvaise réunion, ça te coûte des points de vie, honnêtement. Ouais. C'est terrible. C'est terrible, terrible. T'as l'impression de devenir débile. Est-ce que c'est une revanche un peu pour toi, ce que tu fais aujourd'hui? Non, c'est pas une revanche parce que personne m'a fait de mal. Ouais. En fait, la seule personne qui m'a fait du mal, c'est moi-même, parce que j'ai pris les mauvaises décisions, j'ai fait les mauvais choix, je me suis orienté dans un truc qui ne m'appartenait pas, c'est-à-dire que j'ai répondu à des impératifs, ou en tout cas à des... y a une expression un peu savante, mais évidemment, elle m'échappe, mais des injonctions, voilà ça. J'ai répondu à des injonctions. Tu vois, tu feras des études, mon fils, tu feras une grande école, mon fils, tu travailleras dans une grande organisation. Voilà, voilà, c'est un peu les 10 commandements de l'école versus l'école plus tes parents, plus les gens autour de toi. La société, au final. Et voilà, il y a quand même un mood de il faut faire ci, ça et ça. Mais sur fond de il faut faire ce que tu veux, parce que c'est ça aussi qui était difficile à vivre. C'est d'un côté on dit on passe toute notre vie à entendre il faut faire ci et ça, et en même temps on dit il faut faire ce que t'aimes, parce que si tu fais pas ce que t'aimes, tu seras jamais heureux. Butez-moi tout de suite aussi, tu vois. Non mais donc j'ai oublié ta question, mais dans l'idée c'est pas une revanche. C'est pas une revanche, ou alors c'est une revanche avec l'ancienne version de ce que j'étais. Ouais. Bien, tout simplement, c'est tout ton parcours. Au final, même très jeune, tu avais ce truc un petit peu
rebelle avec l'entreprise, le salarié, etc. Oui et non. En vrai, j'étais... T'es resté dans le moule, mais... Ouais, voilà. Oui, c'est ça. J'étais un peu le trublion. Voilà, c'est mais ça. tout en étant dans les clous, j'étais j'étais à 20 cm du passage piéton, quoi. Et faire de la création de contenu aujourd'hui, est-ce que ça te rend 100% heureux? Bien sûr que non. Je pense qu'il y a un mythe aussi autour de ça, t'es créateur de contenu, tu sais, il y a les yeux qui s'allument. La création de contenu, pour dur. moi, hein, déjà, je trouve ça dur parce que en fait, pour faire péter un compte, il faut être méga régulier et en fait ce qu'il n'y a pas dans le salariat. Tu vois, lundi, mardi, tu peux livrer. Et mercredi, jeudi, vendredi, tu peux rien faire. En fait, si tu as bien bossé, si tu as bien fait savoir que tu avais bossé lundi, mardi, voilà, on va te foutre la paix pendant 3 jours et tu peux rien faire. Toi, Création de contenu, alors 7 sur 7, moi je prends mes week-ends parce que j'ai envie. Et parce que aussi mon contenu se prête pas trop au week-end. Après, c'est pas dit que je crée pas du contenu pour le week-end en mode qu'est-ce que fait le télétravailleur le week-end. Je sais pas si ça intéresserait grand monde. Je ferai peut-être 2-3 vidéos voir comment ça peut fonctionner. Puis il faut les écrire. Tu vois, tu fais pas n'importe quoi. Je vais pas me balader au bout de Chaumont. Là, non, les petits loulous, voilà, télétravailleur, il se fait chier aussi. Get ready with me. Voilà, get ready with me. À prendre du Xanax. Non, mais donc ouais, la création de contenu, je pense qu'il y a une mythologie qui s'est créée autour de ça, qui est née des influenceurs télé-réalité au compte à 1 million, 2 millions d'abonnés avec des sources de revenus. C'est en train de changer tout ça. C'est en train de changer parce que je trouve que, et c'est plutôt dans le bon sens, parce qu'en fait, le contenu, il est de plus en plus, comme ce que vous faites. Voilà, il y a une dimension informative, pédagogique, il y a de plus en plus de gens qui prônent un contenu, qui prônent des messages d'authenticité, soyez vous-même. Tu vois, pour des gens qui sont à la recherche un peu de ce qu'ils veulent faire dans la vie professionnellement, mais aussi d'identité, tu vois. Je pense que c'est important que beaucoup de gens prennent la parole, même sans être experts, en fait, mais en étant tous avec leur expérience, leur sensibilité, etc. C'est cool, en fait, ce qui se passe sur le web. Le terme influenceur a changé, mais pour moi, pour moi, je suis pas du tout influenceur. Enfin, il y en a d'autres qui me disent « Ah si, frère, si, t'es influenceur. » En fait, moi, je me définis... par ce que je fais, parce que c'est un tropisme qu'on a à peu près tous, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je crée du contenu, je crée des vidéos sur Instagram et sur d'autres réseaux. Et à côté, du coup, ça te permet de lancer des choses? Alors pour l'instant, je lance pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, juste, ça me prend tellement de temps, c'est tellement chronophage comme activité. On se rend pas compte. On se rend pas compte, mais moi, je me lève avec la peur au ventre parce que je dois faire la vidéo du jour. Donc, dans ma journée, je me lève, je dois m'occuper de mes chiens, je dois faire du sport, je dois voir ma femme si elle est là, on peut déjeuner ensemble ou quoi. Mais elle bosse aussi comme une tarée, tu vois. Donc en vrai, voilà, la journée, c'est plus taf. Mais c'est voilà, faut écrire, faut réécrire, faut tourner, faut éditer, faut sous-titrer, faut poster, et ça c'est tous les jours. Voilà. Donc c'est éreintant, en vrai, c'est éreintant. Après, il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est pas travail à l'usine. Je suis d'accord, c'est pas du tout travail à l'usine, c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout la même pénibilité. D'ailleurs, c'est pas pénible de créer du contenu. Ça, par contre, oui, ok, mais c'est pas non plus la panacée, c'est pas le Pérou non plus, quoi. Genre, la création de contenu, c'est un taf, faut quand même le dire. Ça demande d'être organisé. Et moi, je suis archi mal organisé. Je suis dernier minutiste en puissance. Et parfois, je me fais rattraper. Enfin, il y a des jours, je suis là en mode... Et j'ai une angoisse, en fait, de qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai rien à dire. Ou tu t'écris un truc, tu dis ah ouais, tu tournes la vidéo, tu la vois. Et tu fais putain, c'est de la merde en fait. Et tu t'aimerais changer ça ou tu te dis oui, j'aimerais bien m'organiser mieux. Oui, j'aimerais bien m'organiser mieux. J'aimerais bien industrialiser certaines choses. J'aimerais bien réorganiser un peu ma semaine en fait pour pas faire que de la création de contenu. En tout cas, contenu vidéo sur Insta. Tu vois, j'ai des projets. Tu vois, j'ai des projets. J'aimerais qu'ils se réalisent. Donc, il faut que je me donne les moyens pour que ces choses se fassent. Et pour que ces choses se fassent, il faut débloquer du temps et il faut streamliner un peu les process. En tout cas, il faut mettre en place des process. Bien sûr. Des process. Moi, je suis pas, par exemple, en entreprise, ça me pétait les reins, les process. Pourtant, c'est essentiel à une organisation. C'est primordial, ouais. Parce qu'en fait, tu t'en veux plus aux hommes
et aux femmes qui sont dans l'organisation. Tu en veux toujours au process. Tu dis, voilà, s'il y a un problème, c'est pas un tel ou un tel. Ce qu'il n'y a pas dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, vous êtes 4, il y a un CFO, il y a un gérant, il y a, je sais pas quoi, un directeur. Un chief of staff. Ouais, un chief of staff. Un coordinateur, analyste. Non, mais dans une start-up, quand tu montes une boîte, vous êtes 4, tout le monde fait un peu tout, tu vois. Rien, et donc, tu vas pas pouvoir te cacher derrière un process en disant, ah ouais, c'est la faute du process. Non, c'est de ta faute parce qu'en fait, soit tu n'as pas fait de process, soit tu es mauvais dans la réalisation, dans ta fiche, dans ta mission, tu n'as pas accompli ta mission, quoi. Comment tu t'organises, toi, Chiara? C'est vrai, ça, Chiara? Comment tu t'organises? Alors, bonne question. Moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai un peu toujours été très, très organisée. Donc, moi, je sais que le dimanche, j'ai ma petite long terme. Mais typiquement, ouais, genre, je suis quand même très organisée et je pense que c'est aujourd'hui une de mes grandes forces. Alors, j'ai plein de défauts, mais ouais, genre, chaque jour, je sais exactement où je vais, je sais exactement ce que je dois faire. Il y a des jours où je fais pas tout, c'est pas grave, c'est tranquille, je ferai ça demain. Mais ouais, tous les matins, je sais où je vais, quoi. Tu sais où tu vas, t'es organisé quand t'es au max de ton... T'es efficient ou pas? Moi, j'en sais rien. Toi, tu sais pas. Mais si, en vrai, bien sûr que si, parce que t'es organisé, tu vois. Oui, je suis organisé, mais dans un an, je peux pas te dire ce que je ferai. Il y a 8 mois, j'étais même pas sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'étais destiné à faire du J'étais en Master 1. Là, je commence le M2 en septembre. Et dans un an, je dois faire un stage de fin d'études. Est-ce que je le fais pour moi ou je vais dans un cabinet de conseil faire des slides? Va dans un cabinet de conseil, frère. C'est bien. Derrière, tu montes un compte Instagram que tu appelles Le Consultant. Il s'appelle Raph The Finance Guy. Non, The Consulting Guy. Voilà, The Consulting Guy. Non, mais je pense, blague à part, le consulting, autant c'est très bullshit et tout, autant c'est méga formateur. Ouais, en vrai. C'est sûr. Méga formateur, surtout conseil en orga et en strat. Après, le conseil en prod, pour moi, c'est pas du conseil, c'est de la prod. Mais ouais, strat, si tu as le parcours qui peut te permettre d'accéder à des boîtes qui proposent ce genre de poste, c'est stylé. Ouais. Comme expérience. Après, voilà. Et en orga, c'est pas mal. Je trouve que l'orga, moi j'ai adoré travailler en orga. Enfin, j'ai adoré le principe de travailler à organiser des projets, tu vois, à gérer des projets, à les faire avancer. On passe d'un état 1 à un état 2 et de voir un truc, bon, ok, ça prend 3 ans, certes, mais au moins on a avancé, quoi. Ouais, totalement. Visualiser un peu le. Je pense qu'on va en finir. Super. J'avais un peu hâte. Enfin. Petite question. Ouais, dernière petite question de cet épisode. Vas-y, Chiara. Non, je t'en prie. Allez. Le plus jeune. Allez. Qu'est-ce que tu n'as pas appris pendant tes années à l'école et que t'aurais aimé qu'on t'apprenne? Plutôt. C'est une bête de question. C'est une bête de question à laquelle je ne vais pas répondre. En tout cas, je ne vais pas y répondre de façon directe. Ça fait plaisir. Non, mais je ne vais pas y répondre de façon directe. En fait, on ne m'a pas appris à l'école qu'il y a des choses qui ne s'apprenaient pas à l'école. Pour moi, quand j'étais petit, je trouvais que tout s'apprenait à l'école et que tout venait de l'extérieur. Tout était lié au savoir de quelqu'un d'autre. Et en vrai, ce qu'on ne m'a pas appris à l'école, c'est d'aller... on l'apprend. En vrai, je suis salaud avec les profs et tout qui t'incitent quand même à faire des travaux personnels, les fameux, tu vois. Mais je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur... on cultive pas assez un discours responsabilisant. En fait, je trouve qu'on forme des enfants alors qu'on devrait former des adultes. Ouais. Tu vois, on part du principe que les enfants sont des enfants, ce qui est, oui, c'est une réalité. Mais ouais, ce truc de mettre peut-être un peu plus l'accent sur va chercher. Et ça rejoint un peu ce truc ce mindset un peu entrepreneurial. Je pense c'est fait par toi-même. Enfin, tu vois, va chercher les choses, va chercher l'information, va chercher les contacts, va chercher les marchés, va chercher le sens, en fait. Il y a ça aussi. Tu vois, il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent un sens et qui le cherchent dans leurs études. Et ils le cherchent avec un prof, ils le cherchent avec un master, ils le cherchent. Et ils vont le chercher aussi dans une entreprise. Et ils s'attendent à ce que l'entreprise leur donne du sens et leur fasse comprendre qu'ils ont une utilité. Mais en fait, le sens, tu le trouves
un peu par toi-même. Ouais. Donc ouais, pour moi, c'est ce que j'ai un peu appris à l'école, mais c'est ce que j'aurais aimé apprendre un peu plus, c'est comment aller chercher l'information, comment aller chercher des contacts, comment aller chercher des idées, comment trouver des idées. Totalement. Voilà les amis. Écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir de Merci t'avoir à vous, aujourd'hui. c'est cool. J'espère que tu accepteras une autre invitation, peut-être. Ça te réinvite. Écoute, saison 2. On te renvoie, je te mets un meeting dans ton Vous calendrier. mettez un petit meeting dans le calendrier, je vous réponds à ça. On peut se faire une petite session brainstorm. Une petite session brainstorm. Merci à tous. Merci et à très vite. À très vite.